Bonjour, bienvenue dans ce débat Construction 21 dédié à la rénovation. Le constat est clair, nous savons qu'aujourd'hui, 80% du parc immobilier actuel français sera toujours là en 2050. La rénovation est donc un levier majeur pour atteindre l'objectif de neutralité carbone à cet même horizon, donc en 2050. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous avons organisé à Construction 21 un dossier autour de la rénovation avec 3 rédacteurs en chef. Nous avons autour de ce plateau Martin Laganne. Bonjour Martin, vous êtes Bonjour Stéphanie. directeur de la communication à l'ANA, l'Agence nationale de l'habitat, et Florent Loussoirne, associé responsable du pôle rénovation chez Pouget Consultants. Bonjour Stéphanie. Bienvenue à vous. On commence directement par aujourd'hui, on en est où dans la rénovation? Quel est l'état des lieux? Martin, parce qu'on a eu quand même une actualité bien chargée depuis ce début. Tout à fait. Mais tu l'as dit en intro, on a un enjeu majeur qui est de rénover 20 millions de logements d'ici 2050. Et donc, parmi ce parc de logements, il y a une grande diversité. Et ce qu'il faut, et c'est ce qui est en train d'être mis en place en ce moment, il faut proposer à tous les ménages des parcours sur mesure. Certains vont y aller dans une rénovation par geste, à leur rythme, et d'autres vont s'orienter vers des rénovations d'ampleur, donc des rénovations globales qui permettent vraiment des gains significatifs. Et il faut essayer d'emmener un maximum de ménages vers ces parcours-là. Depuis 2020 et la création de MaPrimeRénov', on a rénové déjà plus de 2,4 millions de logements. Donc c'est énorme. C'est apporté notamment par MaPrimeRénov' et on a distribué pas loin de 10 milliards d'aides qui ont généré 30 milliards de travaux. Donc on voit qu'il y a une vraie dynamique de fond en faveur de l'amélioration de l'habitat et de la rénovation. Il y a aussi, et c'est une très bonne nouvelle, une prise de conscience chez les propriétaires de l'importance de rénover son logement pour à la fois améliorer son confort, pour baisser ses factures énergétiques, et puis aussi parce que ça participe de la valorisation de son bien. Donc il y a une vraie prise de conscience, il y a une vraie appétence des Français pour la rénovation de leur logement. Ils s'orientent de plus en plus vers nous, vers France Rénov', le service public, pour être accompagnés. Et c'est une très bonne chose. Et cette dynamique qu'il faut accompagner et leur proposer des solutions sur mesure pour que chacun, à son rythme, en fonction de ses besoins, en fonction de ses moyens, puisse faire la rénovation qui lui convient. Merci Florent. Est-ce que vous sentez vous aussi cette dynamique, comme vient de l'expliquer Martin? Oui, complètement en phase avec ce qui vient d'être dit. Et je dirais que l'indicateur DPE dans le logement et puis le décret éco-énergie tertiaire dans le bâtiment tertiaire donnent vraiment des caps lisibles et ont vraiment commencé à vraiment donner une impulsion. J'ajouterais que maintenant le défi il est sur réussir à massifier sans trop accélérer. Ça a été très bien dit, il faut qu'on garde les gens avec nous, mais maintenant il faut réussir ce défi d'y aller, d'accélérer maintenant que la dynamique est là, de la prendre au vol pour savoir atteindre les objectifs qu'on a tous ensemble. C'est bien, vous me faites la transition. Martin, comment on fait pour massifier et quelles sont vraiment les ambitions aujourd'hui? Je crois que la condition numéro 1, c'est qu'on y aille ensemble. Il y a un vrai enjeu de mobilisation collective au service des ménages, mais de l'écosystème dans son ensemble. La force publique à travers France Rénov', à travers les collectivités territoriales qui font un vrai travail de proximité, les artisans, toutes les entreprises du bâtiment pour structurer, recruter, avoir suffisamment de main-d'œuvre et finalement faire naître une vraie filière d'excellence de la rénovation énergétique, les architectes, les banques, les notaires. Il faut que tout l'écosystème ensemble se mobilise pour faciliter le passage à l'acte des ménages, les orienter vers les bons interlocuteurs, vers les bons travaux, pour que chacun puisse avoir accès à cette rénovation de qualité. Je vous pose la question, est-ce qu'on a les moyens aujourd'hui d'atteindre ces objectifs qui sont quand même ambitieux? Alors, les moyens financiers, objectivement, on les a. Depuis 3 ans, il y a beaucoup d'argent qui sont mis par l'État et par les collectivités territoriales sur la table. Après, il y a nécessairement besoin de temps pour que fait, toute cette filière se structure, pour qu'il y ait suffisamment de main-d'œuvre, pour qu'il y ait une montée en compétences de tous les artisans. Mais finalement, on voit partout en France, et le dossier le reflètera, des initiatives qui sont prises ici ou là pour que on arrive à massifier, à structurer tout un écosystème et que partout sur le territoire, il y ait des solutions adaptées aux besoins de chacun pour rénover son logement. Alors, on parle de massifier, mais je pense que l'élément phare, c'est de massifier de la rénovation globale et performante, parce que les monogestes sont un peu limités et restreints. Est-ce que vous voyez justement des exemples, des solutions qui sont mises en place pour massifier la rénovation globale, et qu'est-ce que vous proposez? Oui, c'est ça. Alors déjà, d'un point de vue technique, il faut rappeler qu'il y a toujours intérêt, dès que possible, à aller vers une rénovation globale. On gère beaucoup mieux les interfaces entre les différents postes. On évite des contre-références, que des fois, à vouloir bien faire, on peut mal faire aussi. Ou donc, défaire et refaire. Défaire et refaire. Donc, il y a intérêt à aller vers la rénovation globale. Et d'un point de vue technique, sur la massification, on a des sujets très intéressants qui nous viennent du monde de l'industrie, qui
propose vraiment de faire des process de préfabrication hors site. On déplace une partie du chantier hors site pour pouvoir le préparer avant d'arriver, pour réduire les contraintes en site occupé et puis utiliser des process de l'industrie, des ateliers pour pouvoir développer des volumes. Je mets un petit bémol quand même à ce process d'industrialisation pour le bâti ancien, qui est un bâti qu'il faudra mettre de côté, sur lequel il faudra prendre soin, encore plus que pour les autres bâtiments, mais qui n'ont pas été tramés avec des codes bien précis comme les bâtiments d'après-guerre. Et là, même si la massification peut se faire, elle se fera surtout sur la méthode d'intervention et les personnes qu'il faut mettre autour de la table, plus que sur les solutions techniques qui sont vraiment au cas par cas, région par région. Donc la préfabrication peut être un moyen de massifier en fonction peut-être de typologie de bâtiment, mais plus compliqué pour du bâti ancien. Est-ce que vous voulez compléter, Martin ? Oui, pour moi, la clé, c'est vraiment l'accompagnement des ménages. Vous l'avez dit, la priorité, c'est la rénovation d'ampleur. Et quand on y va, une rénovation, c'est compliqué. Donc je pense qu'il faut déjà rompre avec une fausse idée qui serait que rénover, ça va être simple. En fait, rénover son logement, ça va toujours être compliqué. Et les ménages, ils sont ni architectes, ni maîtres d'ouvrage. Et donc, se lancer dans une rénovation avec plusieurs types de travaux à réaliser, ça va forcément être compliqué. Donc l'accompagnement, il est central. Il y a des métiers qui sont en train de se développer autour de l'accompagnement et c'est une très bonne chose. Il y en a de plus en plus des accompagnateurs rénov'. Et donc cet accompagnateur, il va permettre de faciliter l'orientation vers une rénovation d'ampleur. Mais il est aussi important l'accompagnement dans le cadre de rénovation par geste qu'il ne faut pas abandonner. Il y a des ménages qui ne s'orienteront pas vers la rénovation d'ampleur, malgré les aides, malgré, voilà, pour tout un tas de raisons. Il y a certains ménages pour des raisons financières ? Oui, mais qui ne voudront pas ou qui ne pourront pas pour des raisons financières. Et cela, il faut leur permettre de s'inscrire dans un parcours de rénovation performant dans le temps. Donc ils vont faire un premier geste, et puis parce qu'ils seront bien accompagnés et qu'ils vont voir qu'ils ont droit aussi au confort dans leur logement, à une rénovation réussie, réaliser un deuxième geste, et puis une troisième geste, et puis comme ça les inscrire dans un parcours dans le temps. Mais il faudrait donc les orienter vers des gestes qui seraient plutôt bien pensés et qui seraient, plutôt que de commencer par une pompe à chaleur ou par revoir son énergie, peut-être recommencer par voir son enveloppe, mais peut-être les orienter vers comment penser intelligemment le monogeste. C'est pour ça que l'accompagnement, il est indispensable pour tous les parcours et à tout niveau. Et cet accompagnement, il peut être fait par un accompagnateur rénov', par un architecte, mais il y a aussi une responsabilité des artisans que de donner le bon conseil. Et quand on voit que clairement, on se situe dans une passoire et que le ménage nous demande une pompe à chaleur ou de changer son système de chauffage, il y a peut-être aussi une responsabilité de l'artisan de dire, alors attendez, vous pouvez prendre conseil auprès ici de France Rénov', là d'un accompagnateur Rénov', et finalement tout le monde y gagne. Et on a beaucoup d'exemples dans le territoire où finalement tout cet écosystème travaille très bien ensemble, où les artisans connaissent les accompagnateurs Rénov', connaissent les dispositifs de la collectivité et finalement proposent des solutions sur mesure aux ménages. Et c'est ce qu'il faut réussir à généraliser. C'est comme ça qu'on massifiera. Florent, vous avez un rôle d'accompagnateur, vous aussi. Ouais, c'est ça. Et on voit bien notamment que ce soit sur la maison individuelle, la copropriété ou les propriétaires en tertiaire. Si on veut les embarquer avec nous, il faut rendre la rénovation désirable en fait. Il y a des propriétaires qui viennent vers nous pour l'aspect rénovation énergétique. Mais il y a toute une partie des propriétaires qui nous viennent aussi par des architectes qui nous disent, voilà, dans le cadre d'un projet d'extension, de rénovation d'un bâtiment tertiaire, comment on peut embarquer la rénovation. Et comme l'a très bien dit Martin, si on ne peut pas faire du global, alors faisons du par étapes. C'est souvent l'aspect financier qui vient mettre ce frein. Et il y a des démarches, là encore, il y a des très belles choses qui peuvent être faites tout en gardant un objectif de massification. Je pourrais citer par exemple la démarche B2C2 qui a été faite avec l'ADEME, qui permet en logement... Peut-être la préciser. C'est une démarche un outil simplifié, une sorte de DPE simplifié qui vous donne les bonnes clés d'aide à la décision pour pouvoir faire par étapes intelligemment les choses si vous ne pouvez pas tout faire d'un coup. Moi, je trouve ce qu'il vient d'être dit très important, le rendre désirable la rénovation. Heureuse. Exactement. Non, mais il faut qu'on donne envie aux gens de rénover leur logement en leur montrant ce qui va bien marcher, en faisant voir que c'est possible, qu'ils y ont droit. Enfin, surtout quand on est face à des ménages précaires, on se rend compte que le premier frein, c'est d'abord un frein psychologique où ils pensent ne pas avoir droit aux aides, ne pas avoir droit au confort et que d'accepter finalement de vivre dans un logement qui est pas confortable. Et donc finalement, toutes les injonctions à rénover, elles sont parfois nécessaires, mais elles ne suffiront pas. Si on veut réussir à massifier, il faut donner envie, il faut donner confiance aux ménages, leur montrer que c'est possible, qu'il existe des aides, qu'il existe un accompagnement et qu'eux aussi ont droit à vivre dans un logement digne et durable. Pourtant, les freins existent. Enfin, tu l'as un peu évoqué, les freins existent. Quels sont-ils? Donc, la question de le confort, etc. Mais il y a aussi un frein financier, un frein aussi peut-être aussi de main-d'œuvre. Mais je vous laisse peut-être parler de tous ces freins et puis comment on pourrait les dépasser.
Moi j'en vois trois des freins. Il y a d'abord un frein financier. C'est vrai qu'une rénovation, ça coûte cher. On est sur des budgets à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Surtout quand elle est globale, Exactement. avec un reste à charge important. Et puis on a du mal à se projeter vers les gains d'économie d'énergie parce que finalement, il suffit que tel cours d'énergie s'envole et ces gains peuvent être amendés. Donc il y a un premier frein qui est le frein financier. Il y a un deuxième frein qui est psychologique et qu'il faut vraiment pas mettre de côté, qui est de la difficulté à se projeter vers une rénovation. Rénovation, c'est compliqué, on l'a dit, et donc on a besoin d'être accompagné pour passer le pas parce que seul face à tous ces travaux à réaliser, face à tant d'artisans à coordonner, beaucoup de ménages renoncent. Alors, on me dit aussi que la démarche elle reste encore complexe. Et c'est pour ça que certains projets sont avortés, en fait. C'est parce que c'est encore très complexe. J'imagine que les accompagnateurs sont là aussi pour ça. Les accompagnateurs, ils sont là pour vous aider à faire les bons choix et à vous sécuriser. Mais de toute façon, faire des travaux, ça restera complexe. Ce qu'il faut, c'est proposer des solutions et un accompagnement qui rendent possible le passage à l'acte. Mais je crois qu'il ne faut pas survendre une simplicité de la rénovation parce que justement, on en arrive au troisième frein qui est celui de la confiance et de la peur d'être victime d'une arnaque ou d'une fraude quelconque. Et donc, on a besoin aussi de rassurer un maximum les ménages, mais aussi on a besoin qu'ils soient responsabilisés. Voilà, faire des travaux, c'est important. On touche à son logement, on touche à son bâti. Donc, les erreurs peuvent avoir des conséquences importantes. Et donc, c'est vraiment des projets qu'il convient de préparer, de prendre le temps et de penser de façon globale, pas uniquement sous le prisme des aides, justement. Ouais, c'est ça. Si je prends les freins, et je suis un éternel optimiste, donc j'ai toujours tendance à voir les solutions. Complètement, comme l'a dit Martin, si on veut prendre la confiance, il faut qu'on réponde à des enjeux multicritères. Et on voit que nos métiers évoluent. Le mien, celui que je vois de maître d'œuvre déjà en plus de 10 ans, de architecte-ingénieur, il faut faire aussi de l'ingénierie financière. Il faut prendre soin des humains qui sont dedans. On voit des métiers comme l'assistance à maîtrise d'usage, prendre soin du vivant, donc tout ce qui est écologue, prendre soin du végétal ou autre arrive pour vraiment reprendre la confiance et répondre à toutes les questions. Le deuxième gros point que je vois, moi, un frein éventuel, c'est donc le manque de main-d'œuvre. Et je peux citer par exemple des initiatives comme l'école de la Solive qui s'est créée et a vocation à prendre des gens qui se posent des questions dans d'autres métiers, se réorientent et qu'on puisse les accueillir. Ils sont les bienvenus pour pouvoir réussir ce défi. Et enfin, sur le financement, un des axes possibles, nous travaillons au sein de l'association Séraphin pour développer le modèle de tiers financement. L'idée, c'est vraiment de se dire que contrairement à d'autres travaux d'entretien, les travaux de rénovation énergétique vont faire des économies d'énergie. Si on sait sécuriser dans les faits ces économies d'énergie dans le temps, on peut les mettre à profit pour venir participer à tout ou partie du financement. Donc voilà, il y a toujours des solutions qui... Justement, décidément, vous enchaînez sur mes questions futures, c'est super. Donc, quelles sont les solutions aujourd'hui? Parce qu'on a vu qu'il y avait des freins, mais restons optimistes. Quelles sont les solutions? Donc, ce financement-là, ça peut être une solution, cette participation. Exactement. Et puis, l'association Séraphin a vocation à créer un modèle d'accompagnateurs qui font vraiment du clé en main sur tout ce qui est partie financement, qui est parfois dit sur le terrain de l'horlogerie suisse quasiment, et peut en rebuter certains, même si les choses s'améliorent. Voilà, il y a besoin de cet accompagnateur, et si un jour il sait faire du tiers financement, on a vraiment tout réussi. Oui, effectivement, il y a des solutions de tiers financement, il y a plein de choses qui se mettent en place. Je ne sais pas si vous avez d'autres solutions en tête qu'on pourrait lister. On a quand même en France un énorme atout, c'est qu'on a un service public de la rénovation de l'habitat qui s'appelle France Rénov et qui est assez unique en Europe et qui est vraiment là pour accompagner les ménages, pour faire de l'information neutre, gratuite, indépendante des ménages, et pour finalement, c'est un très bon réflexe pour réussir son projet. Et vous en avez partout en France. Et donc, grâce à l'implication des collectivités locales, vous avez plus de 586 espaces conseils France Rénov dans lesquels vous pouvez avoir accès à cette information gratuite. Et donc ça, c'est vraiment très bien. Et on voit qu'autour de ces espaces conseils France Rénov se créent des dynamiques territoriales très intéressantes. Vous avez par exemple celui de Chambéry qui a développé tout un pôle de formation justement des artisans. Et ça marche, les artisans adhèrent Et ça marche incroyablement bien. Et d'ici 2030, ils doivent former 150 000 personnes. Ils sont lauréats d'un projet pour former 150 000 personnes. Vous avez par exemple à Arras, dans le Pas-de-Calais, des espaces conseils France Rénov qui travaillent de plus en plus avec les artisans pour former au métier de la rénovation, mais aussi pour faire des ponts vers les métiers de l'adaptation à la perte d'autonomie. Et on touche vraiment à des projets globaux comme ça. On pourrait cumuler l'adaptation et la rénovation. Exactement. Et puis j'ai un dernier exemple, par exemple, dans le Béarn, d'un directeur d'espace conseil France Rénov, donc dans un milieu très rural, au milieu d'une vallée des Pyrénées, qui est arrivé et qui a structuré toutes les entreprises pour créer des parcours simples pour les ménages. Parce que finalement, c'est ce que les Français attendent. C'est-à-dire d'aller dans un espace
l'espace Conseil France Rénov et de se dire, bon, bah voilà, là, je suis entre de bonnes mains et on va pouvoir m'orienter vers les bons professionnels, avec les bons architectes, bénéficier des bons financements. Et finalement, tout le monde a sa place. Il y a 20 millions de logements à rénover. Donc, il y a un marché énorme pour les entreprises. Je rejoins tout à fait ce qui a été dit. Nos métiers changent. Pendant longtemps, on a fait du sur-mesure, exactement, voilà, de la surqualité. Aujourd'hui, il faut qu'on arrive à créer une dynamique collective pour répondre aux enjeux qui sont énormes. Justement, parmi les solutions, vous avez évoqué tout à l'heure la préfabrication. On me dit souvent que la préfabrication, c'est presque... Sur la rénovation, c'est compliqué à mettre en œuvre parce que ça dépend de la typologie, parce qu'il faut massifier, parce que ça coûte finalement presque plus cher. Comment vous les accompagnez? Puisque vous voyez d'autres solutions ou des exemples que vous pouvez nous mettre en avant? Oui, bien sûr, on ne peut que penser tout de suite à la démarche Energisprong, Oui, qui est tout à fait. une démarche pionnière, qui à partir de certains pilotes vers 2015 ont montré qu'il était possible de préfabriquer sur certaines typologies de bâtiments. En fait, il suffit de reprendre le bon sens. En sortie d'après-guerre, il a fallu reconstruire massivement et suivant des démarches tramées des logements sociaux ou des bâtiments publics type école, collège, lycée. Du coup, l'idée, c'est de reprendre l'idée de ces trames qui étaient industrialisées de base et de reprendre le concept et de venir mettre des façades repréfabriquées, des équipements préfabriqués sur ces concepts. Ça fonctionne. Alors, il y a encore des sujets à voir sur quel est le niveau de maturité, de la vitesse avec laquelle on arrive à déployer, mais il y a déjà des super signaux. De quelques pilotes en 2015, on est déjà sur une démarche qui s'est régionalisée, avec dans le Grand Ouest une démarche que je connais, du coup, une centrale d'achat qui s'est créée entre plusieurs bailleurs pour justement venir mettre dans le même panier tout un certain nombre de logements et attirer des acteurs à jouer le jeu de l'industrialisation. Donc, ensemble, on pourrait aller plus loin. Et bien évidemment, ensemble. Et moi, ce que j'aime beaucoup avec ça, c'est qu'au-delà du défi de la massification, on prend soin des ouvriers aussi préfabriqués, c'est les mettre dans des ateliers en sécurité, moins exposés aux contraintes climatiques. Il y a plein de sujets. Je voyais une étude qui montrait que les compagnons, c'est parfois plus de 2 heures, à plus de 2 heures qui vont sur leur chantier. Et le fait d'avoir des ateliers fixes, ça leur libère aussi une qualité de vie. Voilà. Donc, il y a plusieurs sujets. Il y a le sujet du financement qui reste aussi à continuer à pousser sur ces sujets-là. Et je ne peux pas m'empêcher de faire un petit clin d'œil à mon coup de cœur du moment, le bâti ancien, dans des démarches d'expérimentation qui montrent qu'ils sont très intéressantes. Je peux citer dans le Grand Ouest une démarche à Angers puis à Rennes que nous avons accompagnée. C'était de mettre aussi en place des fiches techniques types pour dialoguer avec l'ABF du secteur. Les ABF qui souvent manque de temps. Je ne suis pas porte-parole des ABF, mais je constate sur le terrain que les instructions de dossiers prennent du temps parce qu'ils sont de plus en plus sollicités sur des dossiers de plus en plus complexes qui intègrent la rénovation thermique en bâti ancien. Le fait de faire des fiches types pour prévalider ensemble ce qui ne marche ou ne marche pas, ça leur fait gagner du temps et ça permet d'instruire les dossiers, et des fiches types aussi pour les diagnostiqueurs. Les diagnostiqueurs, c'est un métier qui est plus récent. Alors, il y a du positif. Les syndicats de professionnels sont en train de se structurer, de cadrer ce métier. Mais voilà, le métier du diagnostiqueur en bâti ancien doit être encore plus accompagné, avec peut-être des mentions spécifiques bâti ancien qu'on pourrait imaginer pour bien sécuriser l'approche. On pourrait peut-être l'imaginer. Tout à fait, mais moi je rejoins tout à fait. Partout, on voit des très bonnes initiatives et la massification, elle passera par finalement la mise en commun de ces bonnes initiatives et leur généralisation. Après, on appellera ça une filière, un écosystème, etc. Mais on a besoin que tous ces acteurs dialoguent, échangent et progressent ensemble en mettant évidemment le ménage au cœur de leur réflexion. Après, je pense qu'il y a aussi un enjeu sur les usages post-rénovation intéressant pour que le ménage qui a fait rénover son logement continue d'en prendre soin. Et on voit beaucoup d'initiatives finalement d'accompagnement jusqu'au bout, même quand la rénovation est terminée, comment on se sert des équipements qu'on a installés, comment on vit dans son logement rénové. Pour éviter aussi des effets rebonds. Pour éviter les effets rebonds et puis pour éviter les mauvais usages ou pour éviter exactement de mettre à mal quelque part les bénéfices de cette rénovation. Et donc tout ça nécessite beaucoup de dialogue, beaucoup de capacité à travailler ensemble et c'est dont on a besoin pour relever ce défi parce que c'est finalement le chantier du siècle. On sait qu'à 80% des logements de 2050 existent déjà. Donc maintenant, on n'a pas le choix, il faut qu'on travaille ensemble, il faut qu'on trouve les solutions et tout ce qui permettra justement, un peu comme ce dossier, de mettre en commun ces bonnes initiatives et d'aller les faire prospérer, c'est très positif. Oui, on voit qu'en plus, il y a des innovations, il y a plein de choses qui se mettent en place, donc poursuivons cet élan, quoi. On parle beaucoup de rénovation énergétique et peu finalement de rénovation bas carbone. Comment lier les deux, rénovation énergétique et bas carbone? Est-ce qu'on pourrait même envisager du réemploi pour une rénovation? Est-ce que ça fait partie des objectifs de l'ANA? Et est-ce que vous accompagnez ce genre de projet?
Oui, alors les indicateurs officiels en rénovation, pour l'instant, le décret tertiaire et le DPE ne prennent pas encore en compte parce qu'il faut aussi y aller par étapes. Mais l'idée, on l'espère, c'est tout comme dans le neuf avec la RE 2020 qui a un peu bousculé les façons de faire, ne plus penser que kilowattheure, mais impact carbone global. On espère voir venir ces indicateurs carbone dans la rénovation en analyse de cycle de vie, mais sans attendre ces Je indicateurs. pense que c'est pas encore gagné. Hein, Ouais. Mais sans attendre, déjà, évidemment, on y va plus par des exigences de moyens que des résultats à atteindre. Les moyens, c'est avoir le réflexe du biosourcé ou de matériaux décarbonés dans leur process, leur façon dont elles sont industrialisées. Et évidemment, le réemploi. Le premier réflexe, de plus en plus qu'on a sur nos projets, c'est est-ce qu'on a vraiment besoin de toucher à ce poste pour atteindre le niveau BBC ou la subvention qui nous est demandée? Est-ce que j'ai vraiment besoin de déposer cette fenêtre ou est-ce que j'ai encore une durée de vie? Et puis dans les matériaux qu'on amène, commencer à avoir le réflexe d'aller sur des plateformes de réemploi locales qui se mettent aussi en place, là où avant on avait le réflexe d'appeler dès le début le fournisseur. Mais ça implique un coût encore plus important? C'est pas ce qu'on voit pour l'instant. C'est-à-dire, il ne faut pas espérer dans une première approche des économies en utilisant un matériau réemployé, parce que quand il faut le déposer de manière soigneuse, il faut le remettre en condition pour être réemployé. Mais pour l'instant, je ne note pas non plus de surcoût. C'est-à-dire que c'est peut-être plus à un moment donné l'économie du matériau que l'on n'achète pas de zéro et peut-être compensée par pour l'instant le process qui fait qu'on a besoin d'apprendre. Martin? Oui, moi je pense qu'il faut qu'on distingue l'objectif et le court terme. Il faut aller vers le maximum de rénovation bas carbone. Attention à pas casser la dynamique parce qu'on aurait un outil économique qui serait pas adapté pour y répondre. Mais on voit beaucoup d'initiatives locales où finalement des territoires décident de donner une subvention supplémentaire, par exemple sur l'utilisation des matériaux biosourcés, qui a un effet très vertueux où on voit autour de ces territoires se développer toute une filière de matériaux biosourcés. Et on voit bien qu'avec en plus le réchauffement climatique et la notion de confort d'été qui est croissante et face auquel on sait que les matériaux biosourcés sont beaucoup plus adaptés. Donc on voit que dans les prochaines années, c'est quelque chose qui va vraiment monter. C'est une dynamique qu'il faut accompagner. Et là aussi, je pense qu'il faut faire confiance au territoire. Il y a plein de choses qui se passent, qui sont très positives. Et à chaque fois, il y a un effet vertueux qu'il faut encourager. Tout à fait. Je vais vous demander un petit travail de projection. On est en 2050. Vous imaginez comment le parc immobilier français? Là encore, allez, je suis optimiste, je l'imagine résilient. Il a eu la capacité de s'adapter à des conditions climatiques qu'on sait maintenant qu'elles vont évoluer, notamment pour l'été. Il faut ralentir au maximum ces évolutions, mais elles arriveront. Donc il est résilient et je résumerai ça en disant qu'il a pris soin du vivant. C'est-à-dire pris soin de l'humain, mais pris soin de tout ce qui va autour, de la biodiversité, de la végétalisation. Donc voilà. Chouette. Superbe note d'optimisme. Après, l'ANA à 50 ans, elle a commencé à intervenir dès les années 70. Et 50 ans après, on se rend compte que les enjeux évoluent, mais que finalement, il y a un besoin perpétuel quelque part de rénover, d'améliorer, de réintervenir sur le bâti ancien. Donc je suis assez sensible à la notion de prendre soin du vivant, prendre soin du bâti. Voilà, on a un énorme enjeu et une course contre la montre quelque part, mais y compris en 2050, voilà, il y aura de nouveaux enjeux auxquels il faudra répondre et intervenir sur l'habitat, c'est finalement permettre à nos concitoyens de vivre mieux. Et donc, c'est quelque chose qu'il ne faut pas arrêter de faire. Voilà, c'est quelque chose sans fin et c'est plutôt un bel objectif. On a presque envie d'être en 2050 là. Ouais. Vous avez été donc rédacteur en chef du dossier Construction 21. Je vous remercie. La première question, c'est 1. Ça vous a plu? Est-ce que vous recommencerez? Et puis 2, qu'est-ce que ça vous a apporté et qu'est-ce que vous attendez de ce dossier? Bon, alors, d'abord, merci de cette proposition. J'ai trouvé ça l'exercice très intéressant et finalement, ce qui m'a plu, c'est de voir la diversité des contributions qui montre bien qu'en fait, il n'y a pas une solution unique, il n'y a pas un acteur sur lequel il faut faire peser la rénovation de l'habitat, mais il y a bien une dynamique collective à créer et des synergies à trouver entre toutes ces solutions qui arrivent, là des industriels, là des architectes, là des collectivités, là d'associations, et c'est toute cette énergie, cette intelligence collective qu'il faut qu'on arrive à faire prospérer. Et je trouve que c'est ce que reflète ce dossier qui est passionnant parce que riche et parce que très divers. Merci Martin. Florent? Ouais, je rejoins. C'est-à-dire quand j'ai accepté la proposition, nous avons chez Pouget accepté la proposition et on voit ainsi encore. On savait qu'on arrivait dans un réseau qui foisonnait d'idées et ça à ne pas louper. On a été vraiment très agréablement surpris de voir
toutes les contributions qui étaient proposées et surtout la diversité de ces propositions qui est vraiment une richesse du réseau, je trouve, par rapport à d'autres réseaux qui sont nécessaires aussi, qui sont métier par métier. Là, il y a vraiment cette richesse et cette pluridisciplinarité qui a été vraiment une mine d'or pour faire foisonner toutes ces idées-là. Je vous remercie en tous les cas d'avoir pris du temps. Merci à vous tous pour la contribution et pour avoir participé à ce dossier. Et je vous invite à le découvrir dès le 2 septembre sur le site de Construction 21. Et à très vite pour une rénovation heureuse et bienveillante.